plutôt pas trop mal, mais on va rester dans la verdure. Ouais. Hein, on va se mettre en place tranquillement et on va s'occuper de... On va partir découvrir, vous connaissez mon amour, mon béguin pour la ligne Maginot. Et comme nous sommes en Lorraine, j'avais envie de vous emmener découvrir ici même à quelques kilomètres en Meurthe-et-Moselle un des plus gros ouvrages jamais construits sur cette ligne de défense qui allait des Ardennes jusqu'aux Alpes. Nous allons partir pour Longuillon en route pour le fort de Fermont. Il était considéré comme l'édifice militaire le plus évolué de l'entre-deux-guerres. Construit en 1931, le fort de Fermont a peu à peu sombré dans le sommeil. Un homme a décidé de lui rendre la vie. Depuis 12 ans, Clément se consacre à cet ouvrage de la ligne Maginot, un tiers de sa vie passée sous terre. Jour après jour, le fort de Fermont est devenu un membre de sa famille à part entière. Mon grand-père est dans l'association depuis son origine. Donc du coup, je me suis énormément baladé en étant petit ici. Par la suite, adolescent, j'y ai été guide pendant 2-3 saisons. Je crée les sites internet et depuis 12 ans maintenant, je suis embauché par l'association directement. Du casernement au bloc de combat, le fort de Fermont s'étale sur 3 km, relié par un réseau de rails. Un dédale de galeries obscures. Clément en connaît tous les recoins, les couloirs cachés comme les grandes artères froides. Ce labyrinthe de béton le fascine depuis son enfance. Il y a déjà le fait d'être un peu en dehors du temps, parce qu'à 30 mètres sous terre, on perd très vite la notion de temps. Il y a une grosse sensation de tranquillité, parce que il y a très peu de bruit, il y a un calme absolu et c'est parfois même un peu dérangeant. Et puis il y a aussi toute la charge émotionnelle de tout ce qui a pu s'y passer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a des pièces qui semblent encore très chargées et qui nous donnent un aperçu de ce que ça a pu être. La ligne Maginot était un système de défense composé d'ouvrages militaires comme Fermont. Ces fortifications clôturaient la frontière française de la Suisse jusqu'aux Ardennes pour empêcher le passage des troupes allemandes. Les conditions de vie y étaient loin du désastre sanitaire des tranchées de 14-18. L'armée française avait tiré les leçons de la Première Guerre en dotant le fort d'un puits d'eau et d'un réseau électrique. Un chef-d'œuvre d'ingénierie pour l'époque qui rendait la vie des soldats moins difficile. On a un four à rôtir électrique derrière, des grosses marmites électriques, un percolateur et un chauffe-eau, et même une éplucheuse à pommes de terre et à légumes qui est électrique. À 30 mètres sous terre, les soldats français jouissent alors d'une modernité qu'ils ne connaissent même pas dans leur propre foyer. Ils n'avaient pas forcément l'eau courante et l'électricité chez eux, alors que là, tout fonctionnait. Toutes les installations du fort étaient électriques. Les objets de l'époque, dispersés çà et là, nous plongent dans le quotidien des troupes. Celui d'une attente interminable. Comment tuer le temps? Comment se réinventer un quotidien enfermé à 30 mètres sous terre? Une partie de la réponse à ces interrogations se trouve peut-être ici, au foyer, l'une des pièces préférées de Clément. Je trouve que c'est l'une des pièces les plus chargées du fort parce qu'elle nous raconte un tas de choses et on voit notamment sur les murs toutes les fresques qui sont là, elles ont été réalisées par les soldats français eux-mêmes. Et en plus, on voit aussi des tags de soldats américains qui ont aussi laissé une trace de leur passage quand ils se sont servis du fort en 44 et 45 pendant la bataille des Ardennes. Dans la mémoire collective, Fermont reste comme le fort invaincu. Ces 600 soldats se sont mobilisés jusqu'à l'armistice de juin 40 pour défendre la Lorraine. Aujourd'hui, le fort de Fermont est devenu un symbole du devoir de mémoire. « 27 hectares sous 30 mètres de terre, 6 km de galeries et effectivement un fort qui n'a jamais lâché, qui n'a jamais été pris, qui s'est rendu, qui s'est donné aux Allemands à l'armistice de juin 1940 et une association qui depuis 40 ans met en valeur, conserve, entretient, valorise dans un devoir de mémoire, dans un devoir pour les générations futures. Et justement, on a Clément avec nous, Clément qui travaille et on sent Bonjour, que vous Clément. êtes très attaché
très attachés à ce fort de Fermont, et c'est avec beaucoup de bonheur que nous vous remettons ce sourire de France pour vous et pour tout ce que fait l'association et tout le travail qui est fait là-bas dans la préservation de ce patrimoine. Alors évidemment, je vous remercierai au nom de toute l'association qui œuvre maintenant depuis 40 ans pour préserver, sauvegarder, valoriser le fort de Fermont, comme vous l'avez si bien relaté. Tout ça au profit des générations futures et puis pour ne pas oublier cette partie non plus de notre histoire. Donc au nom de tous les gens de l'association, tous ses membres, je vous remercie énormément. Et moi, je suis Merci, assez Clément. étonné, Jean-Seb, et touché par la relative jeunesse de monsieur, parce qu'on n'est pas habitué à voir des gens aussi jeunes tenir des patrimoines militaires aussi Ça, anciens. c'est à la fois la région qui veut ça, puis je crois la famille. Hein. C'est ça. Oui. Ah, voilà, il y a eu une famille avec transmission. Fermont, donc c'est ça. C'est mon grand-père qui est là depuis le début, donc du coup c'est pour ça que je suis aussi proche de l'ouvrage. Et puis voilà, maintenant à 34 ans, je suis toujours investi et impliqué, je compte bien continuer avec tous les membres de l'association. Et c'est magnifique. Philippe Claudel, vous connaissez ce fort, bien entendu. Oui, bien sûr. Et ce fort et puis d'autres forts qui sont malheureusement dans un état d'abandon de cette fameuse ligne Maginot qui, on peut le rappeler quand même, n'a pas servi à grand-chose. Bah oui, on le sait bien, parce que ça a été Pour contourné. des tas de raisons. Mais en même temps, quand je voyais ce beau reportage et tout ce travail, ça me faisait penser à un magnifique roman de Julien Gracq, qui était un immense écrivain, qui a écrit Un balcon en forêt, qui est la vie justement dans cette période d'attente, avant l'offensive, avant la défaite. Et on suit justement le quotidien de quelques soldats qui sont enfermés dans un C'est fort un peu le plus désert petit. des Tartares, mais à la française. Exactement, hein. c'est ça, vous avez tout à fait raison. Dans un fort qui est quand même plus petit que celui qu'on vient de voir. Et alors, évidemment, cette ligne Maginot, et surtout tout ce paysage de la guerre de 14-18 qui sous-tend votre œuvre, notamment dans Les âmes grises, Oui, cette alors, époque. C'est vrai que, j'allais dire, la Lorraine a subi 3 des conflits majeurs de ces dernières 150 années. Hein. Il y a eu la guerre franco-prussienne, 1870, avec des champs de bataille qui ne sont pas loin d'ici, Gravelotte, Raisonville. Il y a eu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Donc Et c'est ce vrai bois, que... excusez-moi, mais ce bois, Alors, c'est un de vos lieux de promenade. Oui. Alors ce qu'on voit là, c'est la forêt qui est au col de la Chaplotte, donc à la limite entre le département de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges. Et c'était la ligne de front dès le début des hostilités en 14. Et lorsqu'on se promène aujourd'hui, comme les images le montrent, on voit encore la trace des tranchées, des trous d'obus, des bombes. Et on est dans ce paysage qui, plus de 100 ans après, la nature a repris partiellement ses droits, mais le ravage perpétré par l'homme, par la folie de l'homme, se lit toujours. Et quand on marche dans ces forêts, on marche sur des corps de jeunes hommes, sur la souffrance, sur 4 ans d'horreur, et on ne peut pas oublier ça quand on est enfant, ce qui explique aussi que même des jeunes générations comme la vôtre, on le disait tout à l'heure, sont encore sensibilisées parce qu'on est dans un pays souffrant, dans une sorte de paillasson où toute l'Europe s'est essuyé les pieds depuis des siècles. On voit sur les images que la topographie, le relief a été tellement formé par la guerre, mais la nature reprend ses droits quand même. Hein. C'est ça la nature reprend ses droits. de l'espoir. En même temps, elle ne masque pas le souvenir. C'est-à-dire qu'il y a cette mémoire, mais qui est une mémoire maintenant végétalisée, arborée. Donc on a à la fois ce passé qui est là, et puis avec la vie qui continue, heureusement. Et ce qui prend évidemment un relief tout à fait impressionnant dans cette semaine difficile que vit la France, évidemment, à nos côtés également.